Voilà, bonjour Lancelot. Bonjour. Dis-moi un petit peu avant de commencer, tu as quel âge? Alors j'ai 19 ans. Tu as Euh, 19 ans ouais. et tu vas prendre la parole sur un sujet pas facile. Et donc pour moi, c'est vraiment un plaisir aussi de t'offrir justement cet espace de parole autour des violences conjugales Mm. et des séquelles qu'elles peuvent effectivement générer chez l'enfant. Et tu me disais en off que tu avais quatre sœurs et tu étais effectivement le seul garçon de la fratrie. Et tu nous expliquerais un petit peu aussi ce que ça peut avoir comme incidence sur la manière dont le stress et les choses se disent, ne se disent pas et se gèrent en famille. La première question peut-être, parce que tu l'as dit, tu as 19 ans, donc tu es jeune et visiblement tu prends déjà conscience de ce que c'est que les violences conjugales et les difficultés pour un enfant qui a dû grandir dans ce type de situation. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à prendre justement la parole? Bah, déjà, ce qui me motive, c'est que je me rends compte que j'ai pas suffisamment parlé de manière personnelle. Et puis surtout, je veux vraiment partager ça pour que aucune femme et aucun enfant ne vivent ce que j'ai vécu, en fait, ou se rendent compte qu'il y a un problème et qu'ils entament un cheminement de remise en question par rapport à ça. Mhm. Donc, euh, donc voilà. Et là, justement, en fait, Lancelot, tu as pris du recul par rapport à ce que tu as vécu en famille, mais justement, avant d'aller plus avant, tu pourrais dire quelque part comment les choses se vivaient justement en famille, quel était votre quotidien? Bien sûr. Alors, oui, c'était un c'était un quotidien qui était très pesant, qui était très lourd et en fait, c'était une violence, il y avait des violences, psychologiques, des violences, physiques, mais en fait, c'est des violences qui sont invisibles parce qu'en fait, nous, enfin moi, en tant qu'enfant, je connaissais que ce modèle-là et en fait, c'est le modèle, voilà, du parent. Moi, mon père, je le voyais comme un modèle et donc pour moi, ça me paraissait normal. Sauf qu'il y avait quelque chose de profond on n'arrivait pas à poser de mots, en fait. J'arrivais pas à poser de mots et je comprenais pas. Voilà, et en fait, c'était une lourdeur incroyable et une violence incroyable finalement mais on s'en rend pas compte sur le moment du tout. C'est vraiment, C'est donc ça. le quotidien, c'est voilà, le soir, quand mon père rentrait du travail, c'était des cris, des énervements, on balance des objets, enfin voilà quoi, c'est vraiment une ambiance, pas très, enfin qui est vraiment lourde quoi, très, très Mhm. lourde. C'est ça. Heu, Et qui t'est dirigé en fait essentiellement sur qui par rapport justement de la famille? Ta maman, toi, tes sœurs? alors en fait, c'est vraiment, justement, c'est tout un mécanisme et je dirais un usinage en fait, voilà, un usinage familial en fait. C'est que les violences sont vraiment réparties de manière très différente, heu et ça n'a pas le même effet sur tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, chaque relation est différente, ma mère, mon père, relation amoureuse, moi, mon père, relation père-fils et mes sœurs et mon père, relation, fille, et père. Donc c'est vraiment il y avait 3, on va dire, je dirais 3 directions différentes, Mhm. les filles, les garçons et la femme, en fait, finalement, et chacune a un but différent. Après, c'est tout un mécanisme, en fait, parce que, voilà, faut préciser que aujourd'hui, mon père, on appelle ça un pervers narcissique, manipulateur. Et en fait, c'est tout un mécanisme. Et la violence, je dirais que c'était de la soumission pour tout le monde. C'était de la soumission pour tout le monde. Violence, voilà, vous êtes soumis à moi. Et je me suis rendu compte récemment que, pour moi aussi, il voulait me léguer quelque chose, léguer, cette violence, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que j'avais des privilèges aussi. C'est que moi, voilà, parce que j'étais garçon, j'étais un homme, j'étais le le mâle de la famille, voilà, celui qui avait comment dire? La continuité de la famille, quoi, celui qui Ouais. portait le nom. Donc c'est vraiment très différent sur chacun et on l'a tous vécu différemment. Mhm. Donc voilà. Et
c'est aujourd'hui que je me rends compte, très récemment, hein, que je me rends compte de tout ça. Oui, parce que tu as encore jeune aussi, et peut-être justement, tu disais ce statut privilégié qui était le tien, mais c'était peut-être aussi un statut ambivalent où finalement tu es pris entre deux feux, entre deux chaises, c'est-à-dire entre une loyauté peut-être à ton père et ce besoin aussi peut-être de protéger les autres membres de la famille qui ont à subir j'ai envie de dire, ces états d'âme. Ah bah, bien sûr, ça c'est sûr et c'est quelque chose qui est en fait, sur le moment, effectivement, c'est moins vi je pense que j'ai été moins violenté que mes sœurs, surtout mes 2 grandes sœurs qui ont vraiment subi des grosses violences. Heu, mais par contre, sur le long terme, c'est quelque chose qui est très compliqué à déconstruire, en fait. Il m'a légué un système dans lequel il m'a inscrit, voilà, un système éducatif, j'appelle ça, système de réflexion. Comme j'étais privilégié, effectivement, j'ai vécu moins de violences, physiques particulièrement, que mes sœurs. Ça c'est sûr, je m'en rends compte aujourd'hui. Mais sur le long terme, en fait, je dois déconstruire quelque chose, heu, qui est, la peur de ressembler à mon père, en fait. J'ai eu terriblement peur de ressembler à mon père. Et cette peur, en fait, elle a grandi, 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 grandi et en fait, finalement, je ressemblais de plus en plus à mon père, en fait. C'est la peur, en fait, ça engendre le mal, hein. Je m'en rends compte, très récemment, hein. Et donc ouais, enfin moi, ma sœur, par exemple, elle s'est fait étrangler par mon père. Une fois, c'est des violences qu'on voit quand on est petit et quand on est petit, en fait, un enfant, on peut le modeler, comme on veut, en fait. Moi, j'ai vu ça, j'avais quoi, 7, 8 ans. Effectivement, ça m'a marqué, mais c'était quelque chose qui restait normal parce que c'était, justifié par de l'éducatif, on va Ouais. dire. C'est tout ce que Et tu connaissais finalement. et Donc, c'est tout ce que voilà, c'est ça, c'est tout ce que je ouais, connaissais. Et en fait, ouais. cette prise en compte, quand je me suis rendu compte de quelque chose, alors effectivement, ça a commencé par mes 2 grandes sœurs qui se sont rendues compte que quelque chose vraiment ne tournait pas rond, quoi. Il y avait quelque chose qui était pas normal. Et ensuite, moi, voilà, j'avais encore cette, moi, j'aimais mon père, enfin voilà, je voulais qu'on reste une famille soudée, qu'on reste, voilà, une famille. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup défendu, hein, je l'ai beaucoup soutenu, mon père, parce que je comprenais pas, en fait. Et ce qui m'a fait comprendre, c'est aller voir chez les autres familles, notamment chez mon meilleur ami, en fait. Mon meilleur ami, je voyais, il avait une relation, enfin voilà, complètement différente de celle, que j'avais avec mon père, en fait. Mmh. Et je me suis dit: «Mais je comprends pas pourquoi c'est si différent que ça, en fait». Je vois pas pourquoi. Et c'est à partir de là que je me suis posé des questions. Je me suis dit: «Mais lui, il fait des câlins avec son père, moi j'en fais pas». Si voilà, ils se font des tchèques, voilà, il y a vraiment une comment dire? Une, Connivence. comment? Pardon? Une connivence. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ils se faisaient des blagues, ils s'étaient vraiment, voilà, c'était un lien, voilà, c'était vraiment, quelque chose de moi je trouvais ça trop beau, quoi. Moi Ouais. j'étais là: «Waouh!» Et ça c'est ce qui m'a fait, tilter, quoi. C'est ce qui m'a fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi?» Et à partir de là, il y a eu voilà, il y a eu toute une situation, qui a été très, très douloureuse et c'est, ouais, c'était douloureux. C'était il y a 4 ans ça, c'était il y a 4 ans et je sors seulement aujourd'hui de toutes ces choses-là, en fait et je me rends compte de plein de choses, sur moi-même et de tout ce qui m'a légué, comme névrose, comme problème et cetera donc voilà, vraiment c'est Oui. Mais ce que tu pointes très bien, en fait, Lancelot, c'est effectivement le fait de voir qu'il existe d'autres modèles éducatifs, justement, où les choses se passent différemment et on se dit, mais finalement, ce que je vis n'est pas ça, alors que je pensais effectivement que c'était normal. Je me rends compte à un moment donné que ce que je vis, c'est au contraire toxique. Et ta maman parlait, en fait, dans l'échange que j'ai eu avec elle, de l'emprise conjugale. Donc, c'est sans doute effectivement cette emprise-là qui est peut-être le mot juste pour essayer de comprendre ce qui a été vécu par l'ensemble de la famille. Et toi, tu dis finalement que cette emprise, tu as commencé à percevoir ce que c'était, tu as pu mettre des mots sur ton vécu. Donc, quand tu avais quelque chose comme l'âge de 15 ans, c'est ça? ouais, exactement.
C'est exactement ça. Quand j'avais 15-14 ans, j'étais en troisième. Je passais mon brevet, je me souviens. C'était compliqué comme situation parce que, en fait, mon père m'a, personnellement, en fait, mon père m'a légué des tas de choses. C'est-à-dire ne pas parler, en fait, de ses émotions, ne montrer aucune émotion, en fait, de montrer qu'on est un rock, qu'on est vraiment fort, en fait. De jamais parler, voilà, de rester un rock. Euh, et pendant tout ce temps-là, en fait, je pense que c'était très, 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 très important pour toute la famille. C'est que je n'ai jamais, jusqu'à il y a une semaine, en fait, jusqu'à il y a quelques mois, enfin un mois même pas, je n'ai jamais admis mes blessures, en fait. J'ai jamais voulu admettre les blessures. Et en fait, c'est exactement ce que, voilà, pour revenir aux violences conjugales, en fait, je pense qu'il y a vraiment un lien avec les violences éducatives. Je pense que ça va souvent ça va ensemble. Et notamment avec les pervers narcissiques manipulateurs. J'insiste bien là-dessus parce que je pense que c'est important vraiment de préciser sur ces personnes-là parce que c'est vraiment une pathologie, en fait. C'est vraiment une maladie, en fait, et qui m'avait légué. Oui. Voilà, je me suis rendu compte il y a un mois que, en fait, par la peur la peur de ressembler à mon père, je ressemblais de plus en plus à mon père. Je m'en suis rendu compte par voilà, un électrochoc que je citerai plus tard. Euh, et aussi voilà, sur Instagram, on voit les comptes de coaching spirituel, etc., etc. Et souvent, ils font des petites photos où il y a écrit comment, voilà, repérer un pervers narcissique, etc. etc. Hmm. Et en fait, oui, donc pour revenir, c'était en troisième et en fait, c'était une période très compliquée. Enfin, troisième seconde, première, ouais, troisième seconde, c'était vraiment compliqué parce que en fait, je n'ai jamais avoué à personne les blessures que j'avais réellement vécues, en fait. Et j'ai gardé ça pour moi, j'ai gardé ça vraiment, même avec mes sœurs, hein. Ça fait même pas un mois qu'avec ma petite sœur, on s'est dit mutuellement qu'on avait eu une période où on avait envie de se suicider, en fait. C'est vraiment, il y a un mois, hein, c'est incroyable, mais ça fait 4 ans pour Ouais. ça. Donc, c'était ma petite sœur. Avec ma petite sœur, voilà, dernièrement, en fait, on a créé un violentomètre éducatif. J'ai vu ça, oui. Et donc, en fait, on a échangé sur ce qu'on avait ressenti, vécu, et c'était la première fois qu'on le faisait, en fait. Donc, C'est génial parce que si la parole peut enfin commencer effectivement à se dire, en se compris justement dans le milieu intrafamilial, c'est tout bénéfice pour chacun de vous. ah, Il y a rien de pire que de rester enfermé dans son propre silence sans savoir ce que l'autre vit. Et on imagine éventuellement que l'autre est passé à côté de toutes ses blessures. Et du coup, ça enferme chacun dans ses propres blessures. c'est ça, exactement. Ah ben, c'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Et en fait, tout ce silence, en fait, il nous l'a appris, en fait. Il nous l'a appris. C'est-à-dire qu'on devait, tout le monde devait se taire, en fait, parce que encore une fois, c'était une violence invisible. C'est-à-dire que de l'extérieur, on était une famille modèle, on était une famille, voilà, les gens, ils nous voyaient, ils étaient là, mais ils sont heureux, ils ont une maison, voilà, c'est vraiment une façade très artificielle, quoi. C'est vraiment, voilà, le C'est beau, pas oh, beau ça. waouh. Et en fait, à l'intérieur, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une jolie pomme extérieure, mais à l'intérieur, c'est tout pourri, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Donc, nous, en fait, on a vraiment gardé ce silence par rapport à l'extérieur. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai parlé à très, 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 très peu de gens. J'en ai parlé à mon meilleur ami. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Mais par contre, avec moi-même, moi, je ne me respectais pas. C'est-à-dire que toutes les blessures que j'ai vécues, je les admettais pas. C'était comme ça. Je voulais pas Ouais. admettre que j'avais été blessé parce qu'il m'avait inculqué le fait que voilà, je devais être un bouclier, je devais être quelqu'un de fort, quoi. Je devais jamais montrer mes sentiments et toutes ces choses-là. Et en fait, il m'a légué ce qu'il était, vraiment. C'est vraiment, donc pour revenir
la violence qui est répartie sur différents points, donc les filles, les garçons, la la femme. Heu, j'ai le fait que j'ai eu des privilèges, en fait, c'est là où il y a tout ce mécanisme de je lègue, c'est une chaîne, en fait, familiale. Mon Mmh. grand-père a été comme ça avec mon père, mon arrière-grand-père a été comme ça avec mon grand-père et ainsi de suite, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui c'est pas comme un j'ai envie de dire comme un caractère héréditaire, hein, mais c'est voilà, Ça se c'est quelque transmet de génération en chose génération. exactement. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment, pour les personnes, voilà, qui sont dans cette situation et notamment les j'ai pas envie de dire que les garçons parce que ça arrive, sûrement enfin, ça arrive aux filles. Alors moi, je l'ai vécu en tant qu'homme, que garçon. Heu, il faut absolument briser cette chaîne, en fait. C'est vraiment, si on en a la possibilité et qu'on est capable de guérir, en fait, c'est vraiment, briser cette chaîne. Là, enfin, par exemple, je me suis fait une espèce de petit, comment dire? De petit tableau, en fait, où, voilà, il y a violence conjugale qui accompagne souvent avec de la violence éducative. Donc ça amène à l'usinage familial. Et en fait, cet usinage familial, voilà, c'est la répartition des violences envers, chaque enfant et la femme et ou, enfin voilà, le compagnon, qui amène à de la reproduction, en fait. Moi, j'ai reproduit avec une personne, et je m'en veux énormément, avec une personne, des violences, alors très à un degré très faible, hein, voilà. Heu, j'ai reproduit ces violences-là, et je m'en suis rendu compte que très récemment, Mmh. suite à cet électrochoc. Et c'est là où il faut briser la chaîne, parce qu'en fait, si on entre dans ce système-là, en fait, c'est comme une graine que mon père est venu planter en moi, une graine très sombre, très, plein de noirceur, en fait, et elle pousse, elle pousse, elle Mmh. pousse, Ouais. qu'on est capable de brûler, hein, on est capable de couper à certains moments pour, sortir et voilà et heu et se faire du bien et faire du bien aux autres. Mais elle restera toujours là si on n'a pas la volonté de se dire: «Je suis plus fort que ça, en fait». Mmh. Parce qu'en Et même temps, cette graine dont tu parles, elle t'étouffe. elle m'étouffe. Ah mais ça, c'est sûr, elle m'étouffe. Et mon père, cette graine, il l'a depuis qu'il est tout petit, en fait. Et jamais personne n'a réussi à l'enlever et parce Ouais. que la seule personne qui est capable de l'enlever, c'est nous-mêmes, en fait. Mmh. Moi, il m'a légué cette graine et je pense que voilà, j'ai eu une fine période où j'étais un pervers narcissique manipulateur, je pense, l'admettre et l'avouer. Mmh. Heu, alors maintenant je l'avoue et sans honte parce que je suis complètement guéri parce que voilà, j'ai plus peur de lui ressembler et Oui, c'est ça. Puis c'est une histoire qui t'a été léguée aussi, donc tu n'es pas responsable de ce que tu as reçu par devers toi très tôt quand on est enfant. c'est On est une exact. éponge, on est une éponge émotionnelle et donc en fait on n'a pas conscience, on ingurgite, j'ai envie de dire les toxines et c'est après que la conscience peut-être se fait jour. Tu as pointé en fait, je pense, les choses justement aussi en parlant Lancelot du déni. C'est la première chose effectivement qu'il faut Oui, briser, c'est le déni. ah bah, Dans un premier temps, le déni peut-être qu'il t'a aidé à survivre et à un moment donné, ce déni et tu te rends compte que tu vas droit dans le mur et que tu étouffes et que tu parlais de suicide tout à l'heure, mais c'est le déni, si on n'y met pas fin, il peut mener au suicide, effectivement. ouais, c'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça. C'est ça en fait. C'est que oui, pendant tout ce temps, j'étais dans le déni pour survivre en fait et voilà, d'ailleurs c'est marrant parce que pendant toute cette période-là, j'étais très intéressé à la survie, mais la survie en elle-même, voilà, apprendre à faire les nœuds, à faire, voilà, j'étais vraiment, et en fait, effectivement, si on est dans le déni et qu'on a encore peur de voilà, ce déni, en fait, il entraîne la peur et la peur, elle entraîne le mal. Enfin là, en fait, j'ai écrit, pour mon travail psychologique, j'ai écrit la Oui. définition d'un pervers narcissique manipulateur. Vraiment, j'ai décortiqué, chaque mot et donc en fait, un pervers, c'est quelqu'un qui se plaît à faire le mal, en fait et qui l'encourage. Heu et dans toutes les définitions de chaque mot de pervers, de narcissique, de manipulateur, il y a profond mal-être. Et en fait, depuis tout ce temps où j'étais dans ce déni j'étais dans un profond mal-être, en fait. J'étais vraiment dans quelque chose, voilà, j'arrivais pas à aimer la vie, à aimer, comme j'avais envie. J'arrivais pas à avoir envie. Heu, enfin, voilà, par exemple, j'ai fait du basson pendant 11 ans.
Le basson, c'est l'instrument de... Mon père est prof au CNSM, il est prof voilà, il est professeur de basson. Euh, Et en fait, je me suis rendu compte que le basson, c'est l'instrument de mon père. Enfin, voilà, c'est l'instrument de mon père. Et je me Hmm. suis rendu compte que la chose que j'avais faite pendant 11 ans, c'était une chose dont je n'avais pas envie, en fait. C'est quelque chose, j'avais pas envie de faire ça. Alors, 11 ans où on fait quelque chose qu'on n'a pas envie et on doit réapprendre à avoir envie. C'est vraiment du réapprentissage, en fait, suite à tout ce vécu. Je réapprends à aimer les projets que je fais, je réapprends à aimer les gens, à faire confiance aux gens, parce que découvrir que notre père, c'est quelqu'un de violent pour nous, c'est une trahison incroyable, en fait, intérieure. C'est voilà, la personne qui est censée être protectrice, voilà, qui est censée être là pour nous aider, on découvre qu'elle est violente pour nous, Oui, et on se rend compte que non, elle nous fait du mal, en fait. Et là, c'est une grande trahison. Moi, enfin, quand j'ai découvert ça, voilà, je me suis effondré, quoi. J'étais là, mais comment c'est possible, quoi? Comment j'aurais pu oui, croire que mon père soit nocif pour moi, en fait? oui. Et ça, C'était ta colonne vertébrale. comment? Il était ta colonne vertébrale. Ça, exactement. Et mon modèle, enfin, voilà. Oui, Et ça, c'était un peu compliqué aussi parce que les gens, pour les personnes qui sont dans une situation comme ça, il y a des moments, il faut être solide et pas forcément écouter les gens. hmm, Dans le sens où il y a des tas de gens. Alors, voilà, il faut se remettre en question et poser cette question, c'est-à-dire, oui, mon père, c'est mon père, ça reste mon père et ça sera mon père biologique toute ma vie, voilà. Mais il faut savoir dire stop, même à des personnes qu'on aime terriblement, en fait. Euh, c'est hyper dur, hein, c'est très compliqué. Mais à partir du moment où c'est nocif, il faut pas continuer. Et moi, des tas de gens, ils m'ont dit, oui, mais c'est quand même ton père, c'est quand même, oui, voilà. Et oui. là, je comprends, hein, enfin, j'en ai jamais voulu à personne de tous ces, voilà, je comprends totalement cette réflexion parce que eux vivent un modèle éducatif, j'ai envie de dire, sain, Oui. certainement, mais moi, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ben oui, donc ils peuvent pas véritablement comprendre ce que tu es en train de traverser, et donc tu vas Voilà, devoir c'est le ça. traverser effectivement seul. Il y a un conflit de loyauté évidemment par rapport aux parents toxiques, et en même temps il y a aussi, j'imagine, ce besoin de te dire à un moment donné, mais qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes émotions, quel est mon propre désir, et donc se faire confiance soi-même et commencer de fait du coup à s'introspecter et se dire mais tout ce que j'ai reçu ne m'appartient pas finalement. C'est comme l'instrument de musique dont tu parlais, ça m'appartient pas, c'est pas mon histoire. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, cette histoire, en fait, quand on doit l'abandonner, quand c'est le moment de se dire, voilà, j'ai voulu l'abandonner, c'est quelque chose de très dur, parce qu'en fait, on a l'impression de recommencer à zéro, Ouais, presque. Et ouais, voilà, le basson, j'atteignais voilà, de manière plus scolaire, j'atteignais un niveau qui était quand même assez, voilà, intéressant. Euh, Sauf que dans chaque examen, on me disait ah, tu ressembles à ton père, tu as les mêmes dents que ton père, tu vas réussir comme ton père. Et en fait, au bout d'un moment, c'est ah, stop. oui. C'est Et moi, et moi. c'est ça. Et moi, c'est ça exactement. Et moi, qu'est-ce que je suis en fait? Et Hmm. du coup, recommencer à zéro, j'arrivais en seconde ou en seconde et je recommençais voilà quelque chose alors en parallèle je suis chanteur aussi donc c'est vrai que ça permet aussi quand même de je me suis beaucoup appuyé là-dessus et d'ailleurs maintenant je fais particulièrement du chant. Hmm. Mais c'est vrai que moi je voyais mes amis avec tout ce que mon père m'avait légué, toutes les névroses et justement la graine noire dont on parlait tout à l'heure. J'avais en plus de ça, je voyais mes amis qui réussissaient, voilà, qui rentraient dans des grands conservatoires, voilà, qui rentraient, qui faisaient des choses incroyables, etc. Et moi, j'étais là, mais et moi, j'ai l'impression de recommencer à zéro, quoi. J'ai l'impression de plus avancer, en fait. En plus, voilà, il y avait ce travail psychologique à faire. Et donc, c'est vrai que c'était très dur. Et j'ai développé pareil, des jalousies. J'ai développé envers tout le monde, hein. J'ai pu être jaloux de même mes sœurs, de voilà, par exemple, je sais pas, elles sont très fortes en dessin.
Moi, je suis pas très fort en dessin et c'est vrai que j'étais là et moi, en fait. Et Ouais. ça, c'était comme ça pour tout et j'ai développé des jalousies, des névroses, plein de choses comme ça qui m'ont enfoncé dans un isolement de moi-même, en fait, à l'intérieur de moi. Par exemple, un exemple tout bête, hein, mon père, ne cessait tout le temps de nous répéter que j'étais une merde. Voilà, pour le mot, désolé pour le mot un peu, un peu il cessait, il disait, «Ouais, tu une merde» ou, «Tu rien de bon dans le bide». Ça, c'était vraiment la phrase, que des choses comme ça, en fait. Et ça, c'était, quotidien, hein, c'est vraiment, même quand ça allait bien. Donc, donc en fait, ça, mon cerveau, pareil, c'est vraiment le modèle type de la violence, répétée et qu'on s'imprègne Mmh. nous-mêmes. Mmh. Il l'a répété pendant, je sais pas moi, pendant des années, en fait, enfin de tout le temps où il était là. Mmh. Et moi, bah, moi-même, je l'ai accepté, en fait. Et quand il était plus là, enfin pas il y a 4 ans, depuis 4 ans, en fait, je n'ai jusqu'à maintenant, je n'ai pas cessé de me dire que j'étais une merde. C'est-à-dire que tout le temps, je me disais: «Ah mais» quand je faisais quelque chose de pas bien, j'étais: «Ah mais c'est nul ce que je fais» ou «Non», voilà. Et ça, c'est un cercle vicieux, ça entraîne dans Ouais. Bah satisfaction, oui. dans la non-appréciation de ce que nous donne la vie. C'est-à-dire que Bah la ouais. vie, elle nous donne des choses et nous, on n'y répond pas parce qu'on n'a plus envie, en fait. Mmh. Voilà, il y a eu une période où j'arrivais tout le temps en retard à mes cours, voilà, j'étais quelqu'un de voilà, j'étais découragé et pour moi, j'étais une merde, quoi. Bah, tu as fini par t'auto-saboter finalement. C'est-à-dire C'est ça, que c'est de l'auto tu as ça voilà. c'est ça. On t'a tellement inculqué le fait que tu étais une merde que quelque part, effectivement, tu y as cru et que donc tu ne pourrais réaliser rien de bien par définition. Donc l'autosabotage te confirme finalement que tu n'es qu'une merde, puisqu'effectivement, la preuve par A plus B, tu n'as pas encore réussi à faire telle ou telle chose. C'est un vrai cercle vicieux, quoi. C'est exactement ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage et en fait, cet sabotage, il nourrit la graine, la «mauvaise graine», entre guillemets. Mm. Il nourrit la graine parce que, voilà, je suis nul, je suis jamais heureux et en même temps, c'est de la faute des autres et en même temps, voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Voilà, on part voilà. Alors là, il y a des gens extérieurs qui sont capables de couper, donc comme je disais tout à l'heure, de couper cette plante, en fait, par étapes. Mais cette graine-là, si on ne s'en débarrasse pas à un moment ou à un autre, en fait, ce sera toujours là. Et la seule personne qui est capable de l'enlever, c'est nous, en fait. C'est Ouais, vraiment, et ça, ouais. c'est la chose. Alors, ce qui est dangereux aussi, c'est que cette graine-là, je pense que il faut l'enlever dès le plus tôt possible, en fait. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Ben, du coup, en prendre conscience le plus tôt possible aussi. Mais pour te comprendre, en fait, dans le sens, tu exprimes très bien justement le fait que tu as dû sortir du déni, mais tu as eu aussi besoin justement de voir un petit peu comment la fratrie et comment la famille et comment le papa aussi ici fonctionnait et sur plusieurs générations. Donc, c'est aussi un travail que tu as réussi à faire du coup en t'informant autour de toi, en posant des questions, pour essayer un petit peu de voir quel était ton milieu. Alors oui, ce qui est, en fait, c'est vraiment. Comment expliquer? Oui, c'est ça, c'est vraiment, aller voir autour de soi, découvrir des nouvelles familles. J'ai découvert une famille, par relation, qui est, voilà, qui est assez incroyable et qui a une éducation, envers ses enfants qui est très très saine et voilà, et effectivement, c'est des gens qui m'ont appris, pour citer, l'épicurie, en fait. Voilà, c'est des personnes qui m'ont et d'ailleurs, la première fois que je suis une des premières fois où je suis venu chez eux, en fait, je suis tombé dans les pommes parce que j'arrivais à me détendre. Ah ouais, Donc je suis vraiment, voilà, je c'était suis neuf. comment? C'était neuf. Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, on se prend une grosse claque dans la tête, quoi, en fait. C'est Mm. et d'ailleurs, je la remercie beaucoup, hein. Et donc oui, non, c'est vraiment de l'expérience d'aller voir chez les gens, en fait, enfin, d'aller voir chez les gens, de découvrir Non, non, je comprends. chez les amis, voilà, c'est, oui, c'est de la découverte, quoi, c'est de Ouais. l'expérience et
et en fait, actuellement, j'ai l'impression, là, depuis 2, 3 semaines, j'ai eu une grosse période où j'ai eu une semaine dernièrement où voilà, c'était très compliqué parce que je me suis rendu compte de choses. On m'a fait rendre compte par cet électrochoc. Il y a une personne qui m'a, deux personnes qui m'ont fait rendre compte de choses que je voulais pas m'avouer. Et en fait, j'ai eu une semaine où c'était très compliqué, en fait. Et là, suite à et j'ai réussi à enlever cette graine, hein, suite à ça, en fait. C'est que très récemment que j'arrive à profiter de vivre. Et en fait, là, actuellement, j'ai l'impression de renaître. J'ai Ah l'impression oui. d'être quelqu'un de neuf, en fait. J'ai vraiment l'impression de plus, alors d'être ce que, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, je pense que, voilà, il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu. Mais par contre, je pense qu'il faut savoir se pardonner de ce qu'on a vécu et ce qu'on n'a pas su faire ou se pardonner, voilà. Et aussi, là, récemment, j'ai réussi à pardonner à mon père. Heu, j'ai réussi à pardonner à mon père parce que je veux apaiser ce que j'ai à l'intérieur, en fait. J'ai vraiment envie de vivre une vie, de bonheur, de joie, désormais, et je pense que le pardon, c'est quelque chose qui est qui est important et qu'il faut savoir faire. Heu, Sans oublier. Mais je pense qu'il faut absolument pas oublier. Et d'ailleurs, si j'avais oublié, je ne serais pas là à à essayer de transmettre et Ouais, de montrer ce que j'ai vécu pour éviter que d'autres personnes le vivent, en fait. ouais, Puisque c'est un travail de déconstruction, d'un système, intérieur, qui est énorme, et je m'en suis pas rendu compte, moi. Ça fait 4 ans que ça s'est passé, mais ça fait une semaine que j'ai 2 semaines que j'ai vu, pour la première fois, une psychologue. ouais, ouais. Donc, après, il faut l'accepter, hein. Il faut accepter de se dire: «Oui, je suis capable de guérir et je suis motivé pour guérir», et j'ai Et je vais mettre de l'énergie là-dedans et je vais prendre les moyens nécessaires pour aller mieux. c'est ça, exactement, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ce qui est très compliqué, c'est cette énergie-là, justement, c'est que pendant 1 an, 2, 3 ans, j'avais plus d'énergie, en fait, pour rien, et la seule énergie dans laquelle je mettais, voilà, c'était, le besoin de solitude. D'ailleurs, le confinement m'a fait beaucoup de bien. Oui, Le confinement m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis, retrouvé, voilà, un peu seul avec ma famille, et on a pu construire des choses, voilà. Et c'est vrai que, le confinement m'a fait du bien, et ce qui est compliqué, c'est avec les gens autour qui comprennent pas forcément la réaction que qu'on a. Parce que voilà, moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de plutôt enjoué, j'étais quelqu'un de plutôt, voilà, et ce besoin de solitude, de remettre, voilà, c'est compliqué à justifier, et en même temps, on ne devrait pas justifier, mais mmh, voilà, pour l'extérieur, c'est un peu flou, et je les comprends totalement. J'en ai jamais voulu à personne, des gens qui ne me parlent plus parce que, voilà, ils trouvent mes réactions démesurées ou pas. Voilà, mmh, j'en ai jamais voulu à personne, et de ces gens, qui n'ont pas forcément compris ce que je vivais. mmh, Mais par contre, j'espère ils ne m'en veulent pas mmh. des réactions que j'ai pu avoir, envers eux, parce que j'ai pu être, voilà, peut-être pas forcément sympa avec certaines personnes, et c'est inconscient, en fait, c'est quelque chose, on est dans un flou. Moi, Mmh. depuis tous ces 4 ans, en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, là, ça fait pas mal de temps qu'on parle, enfin pas mal de temps, ça fait quelques minutes qu'on parle, Ouais. et Mmh. à l'époque, avant cette parole que j'avais, ma voix, en fait, m'énervait moi-même. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, je j'arrivais plus à supporter ma voix. Ou alors tous mes sens, voilà, tous mes sens, de manière générale actuellement j'ai l'impression de redécouvrir mes sens. En fait, j'ai vraiment l'impression de renaître, en fait. C'est vraiment. Oui, c'est ça. Mais peut-être aussi que tu étais justement, Lancelot, dissocié, justement. Il y a des modes de survie que l'on doit Oui. adopter à un moment donné pour justement ne pas mourir, ne fût-ce que psychiquement. Et donc, tu as sans doute mis en place aussi des mécanismes pour essayer de rester à moitié debout. Et donc, Oui, la ah bah, dissociation, parfois, est effectivement un moyen très connu pour justement se couper des émotions et donc se couper aussi de la souffrance qui nous est infligée. ah bah, ça, c'est exactement ça. C'est qu'effectivement,
j'ai parlé avec un ami que j'apprécie beaucoup. Euh, il m'avait dit, va dans un parc, allonge-toi par terre et respire un bon coup et réassocie ton âme et ton corps, en fait. Et j'étais là, OK, je comprends pas trop, mais je l'ai Ouais. fait, en fait, et je me suis allongé et c'est exactement ça, en fait. Enfin là, j'en reparle, j'ai encore des poils qui s'hérissent sur le j'ai encore des poils qui s'hérissent parce qu'en fait, c'est une Mmh. sensation qui est incroyable. Quand on quand les 2 reviennent, en fait, à eux-mêmes, en fait, cette sensation, heu, voilà, c'est cette sensation de revenir en soi, quoi. C'est incroyable et c'est indescriptible puisque je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est une redécouverte de la douleur même, de dire: «Oui, j'ai été blessé et j'ai souffert», heu une redécouverte du bien aussi. Enfin, c'est vraiment une redécouverte, totale, quoi. Et en ce moment, j'ai l'impression de me redécouvrir et de renaître complètement. Ouais. C'est exactement ça. En fait, tu découvres pour la première fois ce qu'est la vie et ce que sont Oui, les émotions. c'est exactement ça. En fait, c'est ça, c'est les émotions et laisser paraître ses émotions, quoi. C'est vraiment, ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, ne pas montrer aux autres, une fausse image de soi, quoi. Déjà, ça me fait monter un peu les larmes aux yeux, mais ça fait du bien, quoi. Oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est vrai que je pense que très longtemps aussi, quand on est enfant maltraité, justement, les larmes ne doivent pas ou ne peuvent pas sortir parce que précisément, on est censé être cet homme fort, ce petit garçon fort qui du coup, va retenir sa larme tout au fond de lui. Et puis, le jour où les larmes commencent à sortir, on se dit que c'est pas grave, ça fait du bien et c'est tout à fait naturel aussi. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, maintenant, bah, par exemple, là, actuellement, tout ce que je vous dis là et tout ce que je te dis là et et même, par exemple, le fait de pleurer là, c'est vraiment quelque chose, que mon esprit et mon corps ne se seraient jamais permis avant. Parce que, fallait pas que les gens sachent mes fragilités, parce que je me méfiais de tout le monde, j'avais peur que les gens entrent dans une faille, dans une de mes failles et que me détruisent, en fait. Et ça, c'est quelque chose que mon père, voilà, m'a appris, c'est-à-dire, ne montre jamais à personne ce que tu es vraiment, en fait. Ouais, Et du coup, on met un masque. ouais, On ouais. met un masque et les émotions sont plus là. Il y a plus rien. Et maintenant, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de vivre, quoi. J'ai envie de Mhm. de Ah oui, profiter et bien sûr. de plus être malheureux, de plus rendre les gens malheureux, parce que je pense que j'ai rendu des gens malheureux, par ce malheur, cette graine, intérieure, hein, parce qu'effectivement, je le dis, voilà, hem, pervers narcissique, c'est, qui se plaît à faire le mal, hein, c'est, voilà, qui partage ce mal, et heu et Oui, et quand tu es dans un mal-être aussi, Lancelot, ce mal-être, quelque part, tu t'infliges toi-même une violence, mais le risque, effectivement, c'est aussi d'infliger cette violence aux autres, aux quelque autres. part, pour justement dire, c'est aussi une sorte de signal d'alarme pour dire je ne vais pas bien, quoi, et la manière dont je peux l'exprimer, c'est uniquement par ma violence. J'ai pas appris autre chose, finalement. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. Et enfin là, par exemple, ouais, c'est ça. J'ai pas appris autre chose, donc la seule émotion que je suis capable de transmettre, c'est le malheur, en fait. Et c'est vrai que enfin, au départ, quand on se rend compte de ça, on se dit encore plus qu'on est une merde, comme je disais tout à l'heure. Et là, encore le cercle vicieux continue, en fait. Ouais, une Mais comment? une petite voix intérieure qui te dit que tu ne vaux rien. Exactement, c'est une voix intérieure et d'ailleurs il y a après en fait, enfin ça peut peut-être faire peur à certains. Alors maintenant ça me fait plus peur, mais il y a eu une période où, j'avais vraiment une petite voix. C'est vraiment une voix qu'on entend en fait dans notre tête. C'est vraiment, voilà, je dirais pas que c'est de la schizophrénie, hein, mais c'est vraiment une voix qu'on entend et qui va critiquer absolument tout ce qui nous entoure. Tout, 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 tout. Et c'est une voix qui est je me battais vraiment et le soir, j'ai eu des soirs où je pleurais tout seul dans mon lit parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur, j'étais: «Ah mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» C'est une voix, voilà,
qui critique tout. C'est-à-dire, ah bah, il est moche, je sais pas, ce stylo, ou ah, cette personne, elle est pas belle, ou elle est trop grosse ou trop maigre, ou je sais pas quoi. Et c'est pas ce qu'on pense, mais c'est Mmh. une petite voix qui est là, qui reste là et qui persiste. Et alors, elle est restée pendant quelques mois, et ensuite, voilà, elle est partie. Mais c'était horrible, parce que j'ai l'impression de devenir fou, en fait. Ouais. J'ai l'impression de devenir fou, et ça, maintenant, je le dis là, mais il y a un mois, j'aurais été incapable de le dire. J'aurais été incapable de l'admettre, en fait, parce que j'avais peur encore. J'avais encore peur. Oui, mais on le dit d'autant mieux quelque part aussi quand on en est justement sorti, c'est-à-dire que quand tu es dans la confusion, évidemment, prends ta parole à ce moment-là, c'est dire ta confusion et c'est quelque part que l'autre, prendre le risque que l'autre ne te rend pas à cette confusion, ce qui ne va pas t'aider évidemment. Donc Oui, quelque part, c'est en allant mieux que tu peux mettre des mots et que du coup tu n'as plus peur peut-être aussi justement de l'effondrement. oui. Tu es dans un lâcher-prise, donc tu n'as plus peur de t'effondrer comme ça a été le cas dans ton enfance. Ah bah, ça, oui, ça complètement, oui. Complètement, c'est vraiment, oui, cette peur de l'effondrement, cette peur de ressembler à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et en fait, voilà, pour les personnes qui sont dans un passage comme ça, peut-être, il faut vraiment j il faut vraiment, pas avoir peur, en fait. C'est vraiment, il faut pas avoir peur, parce qu'à partir du moment où on se remet en question, la remise en question, c'est vraiment le point de départ pour enlever cette, graine, en fait, pour enlever ce mal-être qui est à l'intérieur de nous, en tout cas qui était à l'intérieur de moi. C'est vraiment le point de départ, c'est à dire: «Mais pourquoi j'ai peur j'ai peur de ressembler à telle ou telle personne?» Alors effectivement, cette peur engendre, le mal, mais par contre, je pense qu'il y a, à partir du moment où il y a une remise en question, il y a forcément un point de libération et une Hmm. possibilité d'électrochoc. Hmm. Et je pense qu'il doit sûrement y avoir plusieurs techniques ou possibilités pour se sortir d'un mal-être pareil. Alors moi, en l'occurrence, ça a été un électrochoc, voilà, qui a été créé par, la source est une personne, voilà, assez incroyable, heu, aidée d'une autre personne aussi, aussi incroyable. Et c'est vrai que, cet électrochoc m'a permis, en fait, de me rendre compte, de ce que j'étais et de ce que je renvoyais à des personnes qui n'en avaient pas besoin de ce mal-être. Et du coup, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de Maintenant, je sais pas que je m'en veuille plus. Pareil, je l'oublie pas, mais je me suis pardonné, en fait. Oui, c'est ça. C'est que je me rendais pas compte. J'étais pas, dans cette prise de conscience. J'avais pas conscience de ce que je renvoyais et ce que moi, je me renvoyais à moi-même. Je Hmm. Et en fait, je me rends compte que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Vraiment, c'est vraiment, actuellement, j'ai plus peur de dire que je m'aime, et que voilà, que sans être dans l'excès de l'ego, de Oui, bien sûr. l'égocentrisme. C'est vraiment, se dire que, à partir du moment où on est capable avec nous-mêmes d'être heureux et d'être dans un bonheur, on est capable de l'être avec toutes les personnes possibles, en fait. Et Hmm. c'est un partage qui est génial. Et moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de partager avec tout le monde Ben, je comprends. Je ce comprends. Parce que ça a aussi été quelque part longtemps un chemin de solitude, parce que tu le disais très bien tout à l'heure, c'est que finalement tout ce qu'on a déconstruire, tout ce qu'on a vécu, c'est invisible. Soi-même, on est peut-être la personne effectivement la mieux placée pour savoir petit à petit, en prenant conscience, d'où on doit sortir, de quel déni on doit sortir, de quel souffrance on doit sortir et quels sont les moyens qu'on doit mettre en place. Et l'environnement qui n'a pas vécu ça ne va pas comprendre non plus. Donc quelque part, tu es doublement seul, avec ta peine, avec toi-même et pour t'en sortir. Rares finalement sont peut-être les personnes aussi qui sont de véritables tuteurs de résilience et qui peuvent te tendre une main en comprenant et en ne te jugeant pas, justement. Ouais, bah, ça, c'est vraiment c'est exactement ça. C'est cette personne voilà, qui a créé cet électrochoc, hein, Hmm. qui a réussi à, pour, donner quelques détails, hein, elle a réussi à couper court, en fait, les ponts avec moi, parce que je lui donnais du mauvais. Voilà, je lui donnais, je lui donnais, du mauvais. Et
Et c'est là où, en fait, les gens me disaient: «Mais t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de» et moi, j'arrivais pas à me dire: «Oui, mais non, la preuve». Je me disais ça, en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, justement, cet électrochoc, ouais, j'ai été, voilà, pendant une semaine, j'ai été tout seul, complètement, tout seul où, voilà, j'étais en je dirais pas en dépression, mais, j'étais un peu au fond du trou et maintenant j'ai plus envie de me victimiser. Parce que oui, il y a aussi ce côté victimisateur, hein, Mmh. de on est les mal aimés de la vie, quoi. C'est, Oui, heu, c'est la c'est difficulté de sortir de son passé, de ne pas effectivement y rester, c'est ça. enfoncé à vie, quoi. C'est ça, c'est-à-dire, effectivement, j'ai vécu ça, mais mon passé ne me définit pas comme je veux être, en fait. Ne définit pas ma volonté d'être comme, je veux être, en fait. C'est-à-dire quelqu'un d'heureux et voilà, quelqu'un qui veut du bonheur aux autres. Et ça, j'ai eu du mal aussi à me dire que, voilà, mon passé n'est pas la chose qui va me diriger tout droit Mmh. vers, devenir quelqu'un de méchant, quoi. Enfin de mauvais. Ouais Et et ça, j'ai eu du mal. Et en ouais. fait, voilà, cet électrochoc, voilà, j'ai réfléchi, j'ai voilà, turlupiné, pendant c'est vraiment un gros travail psychologique, hein. Mais oui, mais oui. Et c'est Avec du coup beaucoup de ressources intérieures quand même, parce que si tu as déjà fait tout ça, je dirais, à l'âge de 19 ans, c'est quand même que tu as eu cette prise de conscience, cette capacité de remise en question qui n'est pas donnée à tout le monde, hein. beaucoup de gens me l'ont dit et en fait, alors je m'en rends pas forcément compte, enfin, pour le moment, je pense. Mais c'est vrai que maintenant que, voilà, le positif à dire le positif, hein, Ouais, ouais, tout à fait. la vie, voilà, la vie, je l'accueille désormais et j'essaye de lui répondre avec le sourire. Mmh. Et, et c'est pas que j'essaye, c'est que je lui réponds avec le sourire et avec un grand sourire. Et en fait, voilà, c'est dingue, hein, mais le positif attire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le positif attire le positif. Et je me dis que si la vie m'a permis d'être en même temps une victime et d'avoir été aussi un agresseur, entre guillemets, à un degré certain, c'est que j'ai une leçon à en tirer. Et voilà, cette leçon, maintenant, je commence à vraiment la consolider, vraiment à la comprendre. Et pour ça, voilà, je remercierai pas quand même mon père, mais d'une certaine manière, si, parce qu'il m'a appris énormément de choses, par ce mal, en fait. Aujourd'hui, maintenant, je suis capable de me dire, bah, j'ai appris à être heureux, en fait. J'ai appris à être heureux, malgré tout ce chemin qui est effectivement très compliqué, Ouais. je vraiment, pour les personnes qui, voilà, peut-être, passent dans un chemin pareil, le chemin, il est très, très, très sinueux, il est pas facile vraiment. Mais par contre, à Mmh. la fin, c'est un épanouissement et un bonheur absolu, en fait, parce on est capable de rebondir sur quasiment tout maintenant. Ouais. J'avais une peur atroce de la mort avant. Vraiment, j'avais terriblement peur de la mort, jusqu'à très, très tard, hein, bah, jusqu'à voilà, Mmh. il y a pas si longtemps que ça s'accompagne aussi, hein. Et maintenant, et bah, c'est pareil, en fait, si on aime la vie, on aime la mort aussi. Enfin, ça, c'est très complémentaire, hein, la mort et la vie, voilà, c'est plein de choses comme ça qui se libèrent et actuellement, je me sens libéré, en fait. Bah oui, C'est mais c'est incroyable, c'est vrai que ça demande un fameux décapage en fait, de ta part pour refaire des c'est fondations ça. qui soient saines. Et aussi, tu l'as très bien dit, je trouve que c'est important pour ceux qui les entendront, mais c'est aussi être capable à un moment donné de se prendre dans toute sa complexité, avec sa noirceur en ce compris. Et c'est peut-être là, à un moment donné, quand on a pris conscience de tout ce qu'on a traversé, qu'on est capable aussi justement de rejoindre autrui qui a vécu des choses semblables et dire, mais tu n'es pas seul, ce que tu es en train de vivre, je l'ai vécu. Oui, Et on peut en parler et se rejoindre. C'est une richesse aussi incroyable sur le plan humain, ce que tu as traversé. bah, c'est sûr que, voilà, maintenant, j'arrive à me mettre à la place de personnes qui ne veulent pas s'admettre et admettre aux autres ce qu'ils ont fait de mal ou voilà, les choses qui sont très, profondes intérieurement. Il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense. C'est vraiment, Ouais, l'humilité, ouais. c'est vraiment et c'est quelque chose que, voilà, par la violence, mon père m'a appris, en fait, parce qu'effectivement, j'ai reconnu des choses que je n'avais jamais faites, par exemple. J'ai reconnu énormément de choses de sa part que lui avait faites
mais que moi je n'avais jamais faite. Ça, c'est voilà, c'est une humilité qui est un peu trop poussée. Il faut savoir la remettre à un juste milieu. Mais effectivement, c'est une déconstruction totale de soi-même. C'est-à-dire, bah, j'ai vécu ça, 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 moi je suis comme ça. Et une renaissance, une résilience, une renaissance et une reconstruction qui est totale en fait, presque. C'est vraiment exactement ce que tu disais, effectivement, c'est, voilà, ouais, une reconstruction. C'est vraiment une reconstruction, une renaissance et je pense actuellement que, voilà, j'y suis en plein dedans. Ouais. Et maintenant que tu aimes la ville, en soi, justement, quels sont tes projets d'avenir? Dans quoi tu as envie de t'investir? Alors il y a quelque chose que, voilà, je m'investis dans beaucoup de choses. Hem, je cherche encore, je cherche encore parce qu'effectivement là récemment, j'ai réussi un concours, pour entrer dans un cursus de comédie musicale. Parce que je fais de la musique, enfin voilà, je fais vraiment, beaucoup de musique. J'étais en double cursus, école le matin et musique l'après-midi, Mhm. au lycée Georges Brassens. Heu et donc là, j'ai réussi un concours de comédie musicale. Alors pareil, hein, les réussites, maintenant je me rends compte des réussites que je fais et j'en prends totalement conscience et j'en suis très fier. Être fier de soi, c'est un début aussi Ouais, qui tu est très savoures. c'est ça, savourer les réussites. Mhm. Je suis très, très, très attaché aux valeurs écologiques et donc c'est quelque chose que, voilà, je pense que j'aimerais développer. Heu et puis vraiment de la musique, c'est quelque chose qui est vraiment très libérateur pour moi, dès que ça va pas, je mets de la musique. C'est vraiment, c'est vraiment ça donc voilà, je me dirige, pas mal vers la musique. C'est chouette. Mais donc ça va mieux, j'ai envie de dire, pour toi. Et du coup, quelque part, quand un membre de la famille va mieux, c'est le reste de la famille qui s'en porte mieux aussi. Je veux dire, le fait qu'une personne se mette sous emprise, tout le monde est sous emprise et donc toute la famille va mal, dysfonctionne. Mais à l'inverse, si une personne commence à faire bouger les lignes, à aller mieux, c'est peut-être aussi quelque part quelque chose qui fait bouger les lignes et qui permet à chacun de se repositionner par rapport à sa propre vie. Ah bah, ça c'est sûr. Alors ce qui est oui, c'est intéressant le point, c'est qu'on a tous, dans la famille, au moment où les choses ont été vraiment «chaotiques» ou entre guillemets, la période compliquée, c'est-à-dire quand j'avais 15 en fait, on est tous passés par des points de passage, d'état d'âme similaires, mais à différents moments. C'est-à-dire que quand ma mère a eu l'envie d'en finir avec sa vie, quand moi j'ai eu envie d'en finir avec ma vie, quand ma petite sœur a voulu en finir avec sa vie, c'était pas au même moment. Et en fait, effectivement, c'est de l'entraide, en fait. C'est vraiment on se tient la main en fonction de nos besoins et alors effectivement, ça c'est le plus d'être plusieurs, d'être nombreux dans une famille, c'est que du coup, quand on en a besoin, on a vraiment, on s'est pas concerté, hein. C'est vraiment, c'était vraiment du feeling, de la survie en fait. C'est vraiment, c'était de la survie intérieure, quoi. C'est vraiment quand quelqu'un allait pas bien, l'autre allait un peu mieux, l'autre, voilà, c'était vraiment on s'en est rendu compte après, hein, effectivement, c'est en partageant le fait on avait eu envie de se suicider. Et ça, pareil, il faut l'admettre, hein, je pense que voilà, faut pas le nier et faut pas nier les blessures qu'on a vécues. Donc vraiment, quand on a partagé ce qu'on avait vécu et ce qu'on avait subi, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vraiment vécu les mêmes choses presque, d'état d'âme, au niveau état d'âme, mais à différents moments. Et Ouais. effectivement, alors aujourd'hui, la relation avec toutes mes sœurs n'est pas stable et voilà, aujourd'hui, moi, je vais beaucoup mieux et je actuellement, j'essaye de retisser des liens avec mes 2 grandes sœurs, heu, que j'aime beaucoup et alors c'est compliqué parce que voilà, il y a eu aussi des diffractions, enfin voilà, il y a eu ça laisse des séquelles, hein, ça Bien c'est sûr. normal. Mais j'espère et je sais qu'un jour on se retrouvera, parce que la vie, de toute façon, la vie elle, favorise le positif, ça c'est sûr
Et pareil, hein, maintenant que, alors, ce point très, très intéressant, par contre, je pense, très important, c'est que j'ai voulu la justice. Je pense que pour qu'une situation aille mieux, il faut que justice soit rendue. Moi, je pense que j'ai eu un grand besoin que la justice soit rendue à ma mère, en fait. Mmh. Euh, donc là, ça fait que très récemment et c'est aussi pour ça aussi, je pense qu'il y a un cheminement qui se fait vers le positif, Ouais. et que ça fait très récemment que la justice a donné son verdict. Alors mon père est, voilà, est reconnu à tort exclusif. C'est une grande libération, c'est une grande, voilà, voilà, c'est une libération, mais je ne trouverai pas le mot, mais c'est, Ça remet chacun à sa juste place peut-être aussi. voilà, c'est ça. Ça remet exactement chacun à sa juste place. Et avant le pardon, je pense qu'il y a une justice à rendre à une Mmh. personne qui a été agressée, à une personne qui a été violentée au niveau conjugal, ou même, moi, voilà, il n'y a pas eu de justice, enfin si, il y a eu une justice envers les enfants aussi, mais c'est vrai que j'avais ce besoin de voir la justice être rendue à ma mère, en fait. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Et je pense que par le mal que j'ai pu causer à certaines personnes, je voudrais aussi, moi, rendre justice à ma manière à ces personnes-là à qui j'ai pu faire du mal, et je reconnais le mal que j'ai pu leur faire. Je, je reconnais le mal que j'ai pu leur faire. Mais effectivement, je pense qu'avant le pardon, j'avais un grand besoin de justice, mmh. Mmh. de justice qui remette les choses en place et les personnes en place. Et peut-être aussi dans ce truc par rapport justement à cette remise en question et chacun effectivement à sa juste place, peut-être que ça a été rendu aussi possible parce qu'à un moment donné, votre maman a eu aussi le courage quelque part de quitter cette situation toxique et de vous prendre avec, ce qui a permis quand même à chacun de se dire oui, il y a effectivement un dysfonctionnement et un adulte nous le fait savoir, nous le montre et s'en va pour nous sauver peut-être aussi justement. Ah bah, ça, c'est ça complètement. Ma mère, elle a eu une force incroyable. C'est parce que c'est quand même très violent, quoi. C'est vraiment une violence incroyable. Je me rends compte particulièrement maintenant. Et le fait qu'elle ait réussi à partir, à dire ben non, stop, quoi. À faire toutes les procédures qu'il y a à faire pour rendre justice, justement, et nous rendre compte aussi que nous, c'était pas normal. Il faut avoir une force incroyable, quoi. Vraiment, c'est. Alors, s'il y a eu une grande aide de mes deux grandes sœurs, mes deux grandes sœurs ont vraiment, à une période, ont vraiment soutenu énormément ma mère. Vraiment, elles étaient vraiment là pour elle. Mais c'est vrai que c'est vraiment une force. Il faut être déterminé, et il faut vouloir survivre, en fait. Voilà, il faut réussir à se dire qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose qui attend, Mhm. qui est vraiment incroyable, qui est complètement autre chose, mais qui est vraiment incroyable. Et ça, dans les moments très compliqués, c'est pas forcément facile à. C'est ça. Ouais. C'est pas évident de visualiser qu'il y a autre chose quand on est dans le fond du trou. C'est ça. Voilà. Mais ce que ta maman me disait aussi, Lancelot, en off, c'est que tu avais été, parce que tu parles de tes deux grandes sœurs, mais ta maman me disait aussi que tu avais été d'une grande aide et que tu avais aussi quelque part, à un moment donné, été capable de remettre ton père à sa juste place pour éviter qu'elle ne subisse trop de violence. Alors, c'est vrai, en fait, c'est très intéressant parce que je pense que j'ai été plus. Mes deux grandes sœurs étaient plus sur le plan psychologique, je veux dire, sur le long terme. Mais par contre, moi, j'étais sur le plan direct, c'est-à-dire sur les choses vraiment Physique. physiques. Heu, voilà, bon nombre de fois où j'ai dû interpeller, enfin arrêter mon père parce qu'il y avait des violences physiques qui se faisaient. Mm. C'est une force qu'on trouve pas, parce on se dit pas forcément quand on a 15 ans, qu'on va réussir à s'interpeller, à se mettre face à son père, en fait. C'est vraiment pas quelque chose qui est. Et même aujourd'hui, parfois je me dis: «Mais comment j'ai réagi comme ça?» Heu et en fait, c'est un déclic. Quand on entend le cri, enfin moi, il y a un cri que j'oublierai jamais, hein, c'est le cri de ma mère, c'est le cri de ma mère quand elle est dans la cave et que mon père, voilà, là, voilà, c'est
c'est vraiment un cri que j'oublierai jamais. Et c'est en fait, c'est un déclic, c'est-à-dire qu'on reconnaît la voix de sa mère, on, mais qui est dans un, on sent qu'il y a une détresse absolue. Mmh. Et, et là, il faut agir en fait. C'est plus une question de ah, est-ce que j'en suis capable, etc. C'est faut y aller quoi. Sinon, il y a un terrible danger quoi. Ouais. Donc, et en fait, c'était une force parce que je pense qu'effectivement, j'avais pas besoin de faire énormément de choses non plus parce que lui était choqué en fait par comment dire? Psychologiquement parlant, sur le moment, il arrivait pas il était choqué en fait. Il réagissait plus, il était là, il était bloqué en fait parce que je m'étais interposé il se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je perds le contrôle total, même mon fils, s'interpose entre nous 2». Et donc c'est vrai que non, c'est sûr que voilà, j'ai plusieurs fois où je me suis interposé entre ma mère et mon père et alors maintenant je l'admets, avant je voulais pas l'admettre parce que c'était voilà, je voulais pas reconnaître, certaines choses, reconnaître certaines choses parce que avoir peur d'être, pas assez modeste ou pas assez, voilà. Maintenant je le reconnais effectivement, j'ai sur le plan physique, je pense que j'ai été effectivement plus présent, mais mes sœurs ont été très présents sur, l'aspect psychologique et l'aspect, anormal d'une Ouais. situation, familiale. Ouais. Mais c'est vrai que reconnaître les choses, je dirais, en termes de tort et en termes de choses bien faites, c'est aussi important pour la propre image de soi et pouvoir reconnaître le bien qu'on a fait aussi. Oui, ça c'est sûr. C'est, Hein, bah, donc, aussi, voilà, se redonner une valeur, voilà. c'est exactement ça, c'est vraiment ça. Ouais. Mais oui, oui, non, il y a eu plusieurs fois où alors il y a des moments où il y a eu des moments où j'ai pas pu être là parce que j'étais pas là physiquement, malheureusement. Et ça, voilà, je m'en veux pas, enfin, je m'en veux plus. Et, et en même temps, il y a eu une période où je m'en voulais parce que enfin, pour vous dire, il y a eu une période où je dormais avec un couteau dans mon lit. Voilà, il y a une période où je dormais avec un couteau dans mon lit parce que il y avait une fois une scène qui m'avait fait terriblement peur, quand, ils s'étaient séparés, du lit. Enfin, voilà, ils dormaient plus dans le même lit, mais on était toujours dans le même habitat. Heu, une fois, ma mère avait entendu du bruit, dans la cuisine en bas et heu et du coup, elle était descendue pour voir, ce qui se passait. Et mon père était là et il était là, il bougeait plus, il était dans la cuisine, il était assis comme ça et ça faisait un bout de temps qu'il était là parce qu'il y a toute une histoire de lumière, de détecteur qui reste assez, assez longtemps allumé et là la lumière était éteinte donc ça faisait un bout de temps qu'il était passé et là, en fait, voilà, la situation après, voilà, il y a tout cet imaginaire peut-être de la peur de voilà, la cuisine, c'est là où il y a quand même il y a le plus d'armes finalement, Mmh. les couteaux et cetera et Mmh. en fait, à partir de ce moment-là, je dormais avec un couteau de chasse dans mon lit parce qu'en fait, j'avais qu'une peur, c'était que la nuit, il aille voir ma mère, mes sœurs ou même moi, en fait Mmh. et enfin, c'était non, non, c'était une période qui était très compliquée et je Ouais. dormais en fait, j'arrivais pas à dormir, quoi. Oui, je comprends. En fait, en tant qu'enfant, malheureusement, tu as porté le propre fardeau de tes propres parents. Donc, il y a une inversion, évidemment, je dirais, des valeurs, entre guillemets. C'est-à-dire que tu finis par protéger ta mère et tes sœurs, alors qu'en fait, c'est toi qui devrais te protéger, évidemment. Oui, c'est ça, c'est sûr, ça, c'est sûr et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Mais laisse en fait, l'histoire de tes parents, c'est l'histoire de tes parents et point final» et ça, Mhm. c'est pas possible. Enfin, toutes ces personnes qui m'ont dit ça, je leur en veux pas j'en veux pas non plus, hein. Mhm. Mais c'est à quelque chose qui est complètement impossible parce qu'en fait, cette violence, elle se répercutait par tout le monde, en fait. Bien Sauf sûr. qu'effectivement, elle était invisible, mais elle était présente et effectivement, l'histoire
au niveau justice de mes parents, c'est effectivement l'histoire de mes parents, mais par contre, c'est global, quoi. C'est quelque chose qui était complètement familial. Ben oui, bien sûr. Et, et je pense qu'il est important de prendre parti, en fait. Il est important de prendre parti. On peut pas ne pas prendre parti dans ce genre de situation-là, c'est impossible. Enfin, me remis en question un tas de fois, j'étais: «Ah mais est-ce qu'il faut que je prenne parti? Est-ce que je dois défendre quelque chose ou quelqu'un?» Voilà, et on a tous des valeurs, on est tous humains et je pense qu'on a tous des valeurs et à partir du moment où quelqu'un fait du mal, enfin voilà, on voit la guerre en Ukraine, au bout d'un moment, il y a un parti à prendre, hein, c'est un peu enfin je pense que c'est un peu évident. C'est comme ça parce qu'on est humain et on a des valeurs et donc au bout d'un moment, moi je tolère pas et je ne tolère plus du tout qu'une personne fasse mal à une autre personne. Mmh. Voilà, il y a eu longtemps où j'ai été violent envers mes sœurs. Voilà, physiquement, heu, jusqu'au jour où il y a eu une situation, voilà, qui est un peu cocasse, mais ouais. J'ai une fois, ma grande sœur, m'avait balancé je lui avais demandé l'éponge pour passer l'éponge sur la table, pour nettoyer la table et elle me l'avait balancé à la figure. Mais, pour rigoler quoi, c'était, voilà pas violemment, c'était vraiment, voilà. Et en fait, moi, je l'avais hyper mal pris, mais pour vraiment, c'était, ridicule, quoi, parce que c'était plus drôle qu'autre chose. Enfin, maintenant, j'en rigolerais, quoi. Et en fait, je l'avais poussé assez violemment. Et ensuite, ça, c'était un point, décisif pour le désamorçage de la violence physique. Parce qu'après ça, je n'ai jamais plus tapé et violenté quelqu'un de ma vie, quoi. C'est vraiment, ça a été une leçon, ma sœur m'a donné Mmh. une leçon incroyable. C'est que du coup, elle m'a vraiment parlé pendant hyper longtemps et ma sœur, ma grande sœur, c'était ma grande sœur qui est juste au-dessus de moi. Je la remercierai, enfin si, je la remercie énormément parce qu'elle a fait partie de points décisifs qui étaient très importants, pour moi. Mmh. Et si aujourd'hui je suis comme ça, c'est aussi beaucoup grâce à elle. Il y a eu des situations où j'étais vraiment complètement, dans un état de folie, en fait. Voilà, quand mon père me pousse à bout et que je suis comme une bête, voilà, il y a eu un moment où enfin, il y avait d'un côté la voix de «l'ange» entre guillemets comme dans les bandes dessinées où il y avait ma sœur et ma mère et de l'autre côté où il y avait mon père et en fait, c'était incroyable parce qu'une situation comme ça, j'avais ramené un livre, voilà, un manga, à la maison qu'une amie m'avait prêté et c'était un manga qui était assez, voilà, avec des dessins un peu violents et cetera. Et lui, de manière générale, je n'aimais pas les mangas. C'était un une c'était un voilà, là, on est un peu sur la dictature, quoi, parce qu'il y avait des livres qu'on pouvait pas lire. Donc heu et il avait vu ce manga et voilà, il m'avait demandé de venir et de venir dans le salon et là, il y a eu une scène que j'oublierai jamais de ma vie et en même temps, c'est très flou et en même temps, c'est très distinct parce que je me souviens de qu'il m'avait montré, le livre et il m'avait commencé à me faire une pression psychologique absolument incroyable et en fait, je pense que c'était là où il a voulu me léguer, la violence physique. Vraiment, je pense que c'est là où il a voulu me léguer la violence physique parce qu'il a vu la violence du livre et effectivement, il y a beaucoup de violence physique à l'intérieur de ce livre, au niveau des dessins et cetera. Et je pense que dans sa tête, il s'est dit, entre guillemets, c'est bon, il est mûr pour, pour être violent physiquement, quoi. Je ne sais pas si Oui, tu veux dire. oui, oui, peut-être, et en même temps, peut-être aussi dans ce truc que quelque part, ce livre en miroir Refléter. lui reflétait sa propre violence et que c'était juste insoutenable de voir ça Oui, de cette façon-là. ça, c'est vrai que c'est complètement vrai. Et en fait, c'est une fois, la seule fois où j'ai vraiment eu l'envie de tuer quelqu'un. L'envie de tuer quelqu'un profonde, c'est-à-dire que j'avais réellement envie de le tuer en fait. J'avais envie mais en fait c'était même plus tuer, j'avais envie de le détruire, c'est-à-dire que donc voilà, je raconte un peu la scène. Il Oui. m'avait montré le livre, etc. Et il commençait à me faire une pression, mais il me parlait, il me parlait, il me parlait, il me parlait, il me parlait.
il ne montait pas le ton au niveau de la voix, mais par contre, c'était rare, hein, parce qu'il montait souvent le ton. Mais par contre, il parlait d'une manière très, comme s'il faisait une incantation, quoi. Je sais pas, voilà, une incantation magique. Et il me parlait, il me parlait, il me parlait, il me parlait. Et j'entendais ces mots et je commençais à pleurer et à baver. J'ai commencé à vraiment, voilà, je bavais. Voilà, comme si j'avais la rage, en fait. C'était vraiment. Et ma mère me voyait et en fait, elle savait pas quoi faire, quoi. Et je lui en veux pas non plus parce que je comprends en même temps voir ça et voir une telle pression psychologique de la part de son père, de son mari, pardon, c'est quand même, voilà, c'est pas facile à gérer. Et ma sœur qui était dans le salon, elle n'est pas venue, elle est, elle est pas venue, tout de suite dans la pièce dans laquelle on était, mais elle me parlait. Elle me disait: «Tout va bien, Lancelot, ça va bien se passer», et cetera. Et et mon père continuait ses mots violents, ses mots, voilà, de pression, et je bavais de plus en plus. Enfin voilà, à l'intérieur de moi, j'avais qu'une envie, c'était voilà, il y avait une assiette devant moi et en fait, j'avais qu'une envie, c'était en fait, de le tuer, quoi. J'avais envie de lui balancer l'assiette à la figure et de le déchiqueter. En fait, j'avais l'impression que j'avais juste envie de lui arracher tous ses membres. Enfin, c'est vraiment ça, c'était envie de le détruire. Et et ma sœur qui continuait à me dire, «Non, mais t'inquiète pas Lancelot, ça va bien se passer, détends-toi, souffle, souffle». Elle était pas devant moi, hein, mais en fait, cette voix, de ma sœur, j'oublierai jamais parce que c'était vraiment comme un ange, quoi. C'était vraiment, la voix de l'apaisement. Et ensuite, elle est venue et elle m'a fait un gros câlin. Et c'est là où vraiment j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé parce que lui est parti sans dire un mot ensuite. Et je pense qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné, hein. Et, et, et donc vraiment, ça m'avait beaucoup marqué. Et Mmh. ça m'a beaucoup marqué. Et c'est que je pense que c'est un point décisif de la violence que je n'ai pas acceptée, en fait. Et je pense Mmh. que si ma sœur et ma mère n'avaient pas été là, je pense que j'aurais vu enfin, j'aurais tout fait pour le tuer, en fait. C'était vraiment ça, hein. Et Mmh. donc voilà, c'était vraiment un point Ouais. décisif, Mais tu vois, c'est ce que tu racontes là, évidemment, ça montre aussi à quel point le trauma subi peut impacter en profondeur un être humain. Parce que quelque oui. part, le premier qui est détruit, c'est toi, évidemment. Il y a une telle violence en toi qu'à un moment donné, il y a ce besoin de destruction terrible pour mettre fin à une souffrance terrible, en fait. Ça, c'est sûr, et ça, c'est exactement ça. Et en fait, elle était beaucoup plus profonde que ce que je ne pensais, hein. Quand voilà, ça fait 3 ans et je pensais avoir réglé des choses que finalement non, je n'avais pas, réglé complètement. Et je m'en veux plus, je m'en veux pas, Ouais, hein. Je prends le temps maintenant, je prends le temps d'apprécier les choses et de me dire que ouais. j'ai encore un tas de choses à apprendre et que j'ai fait un parcours, qui est quand même, pas facile. Et je l'admets, et c'est pas une question de victimisation ou Non, de non. dire: «Ah, la vie est triste». Non, pas du tout, la vie est extraordinaire. Et à partir du moment où on est dans la volonté et de vivre et de faire le bien, vraiment, j'ai toujours voulu faire le bien autour de moi, même si j'ai pas toujours réussi. Je pense on peut atteindre un seuil de valeur et de personnalité qui peut tendre à faire un bien incroyable, à un certain point. Et en ce moment, je me sens juste, libéré et donc capable d'aider. Avant, j'étais incapable d'aider les gens, hein. J'étais pas en capacité de donner de l'énergie pour, pour aider les gens, même si j'avais très envie. Maintenant, je me sens capable d'aider et de faire le bien et le bonheur autour de moi, quoi. C'est vraiment ça. Et avoir envie de tuer quelqu'un, c'est une expérience qui est très particulière. J'imagine, C'est vraiment j'imagine. Mais comme tu le dis tout à l'heure, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et pour aider les autres, il faut d'abord évidemment avoir été capable de s'aider soi-même aussi. oui, Et s'aider soi-même, c'est évidemment aller mieux. Et la vie, forcément, c'est aussi un chemin. À un moment donné, tu ne te dis pas je suis pleinement dans la vie ou mes problèmes sont pleinement réglés. Tu dis simplement, sans culpabiliser, je suis sur un chemin. Et sur ce chemin de vie, il y aura encore des embûches, mais ce n'est pas grave. Je sais d'où je viens, je sais quel est le chemin que j'ai parcouru. Et, euh, c'est et ça. je deviens de plus en plus humain.
C'est exactement à ça mesure. et réflexion et en fait, système de réflexion qui n'est pas accessible, quand on est une personne pervers narcissique manipulateur, en fait. C'est vraiment moi, Ouais, c'est quelque chose où en fait, on se dit: «Il va y avoir des embûches encore et je vais jamais réussir à les surmonter» ouais, et maintenant, c'est complètement autre chose. Maintenant, c'est vraiment dingue, hein, c'est pas la renaissance, hein. Heu, ouais, je bien sûr. je redécouvre un autre système de réflexion, c'est-à-dire il va y avoir des embûches, il va y avoir voilà, des complications, il va y avoir des voilà, mais je Ouais. les surmonterai et je donnerai tout ce que j'ai pour pouvoir être le mieux possible et pouvoir partager ce bonheur avec tout le monde Ouais. et c'est Et vraiment c'est une belle leçon de vie pour toi, entre guillemets, et du coup pour les autres aussi, de voir comme qu'est-ce que l'on peut effectivement devenir malgré oui, ce malgré ce passé, malgré ce passé traumatique. Parce que j'ai quand même l'impression, voilà, tu as 19 ans, donc tu es quand même en pleine adolescence, et en même temps j'ai le sentiment en t'entendant et en voyant de fait que tu vas bien, que tu vas mieux, que quelque part il y a une maturation accélérée du fait même de ce que tu as vécu. Là, tu brûles un peu les étapes quand même. bah, alors je sais pas si je m'en rends compte vraiment, mais voilà, c'est vrai que j'ai un ami comme ça un ami qui m'avait dit: «Non, mais parle-nous Lancelot, nous ce que tu as vécu, on l'a pas vécu». Enfin, voilà, donc Ouais. effectivement, apprends-nous en fait, apprends-nous et alors je pense que j'ai pas réussi d'une certaine manière à lui retransmettre vraiment ce que je voulais retransmettre précisément, parce que j'en étais pas capable aussi, j'avais pas la réflexion et j'avais pas tout ce que j'ai actuellement. Donc peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai brûlé des étapes, mais actuellement comme je me sens bien, pour l'instant je me pose pas trop de questions, j'admets. Non, c'est bien. Mais voilà, j'avance et voilà, je profite, un maximum et de mes projets, de ce que j'ai envie de Bah faire, oui, de ce que je veux devenir. bah Parce oui. que ce que je veux devenir, je savais pas ce que je voulais devenir avant, hein, Quand on se dit que quand on se dit que la moindre embûche avant, était un obstacle insurmontable, on pense pas à, se dire, je veux devenir quelqu'un comme ça, quoi. Non, Donc c'est sûr. Il faut regagner confiance en soi et de nouveau avoir cette énergie vitale qui a pu te manquer à un moment donné. J'ai envie de dire, pour résumer ton parcours, peut-être on pourrait dire du ressassement à l'apaisement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ressasses oui. et toute ta vie tourne autour de toi-même, de cette confusion, de cette impossibilité d'en sortir, de cet étouffement. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ton être s'ouvre, et tu l'as dit à plusieurs reprises, tu renais. Et donc, qui dit renaissance dit évidemment aussi apaisement en se disant, je peux Mmh. enfin vivre et me couler dans la vie, dans mon quotidien, j'ai envie de faire des choses et c'est plus insurmontable, quoi, c'est un C'est plaisir. ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, ouais, c'est exactement ça, hein. Ouais, c'est une libération qui est enfin, que j'arriverai pas à décrire. Voilà, récemment, j'ai perdu, c'est marrant, mais c'est quelque chose d'assez drôle, c'est que j'ai perdu, pas mal de kilogrammes au niveau poids et en fait, je pense que, j'aime bien l'idée que, ça n'est pas seulement de la masse, corporelle, mais aussi de la masse, d'âme. C'est-à-dire que j'ai réussi à me libérer de tas de choses et je pense que ça influe sur mon poids peut-être, c'est ce que je me dis, j'aime bien l'idée en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, c'est une libération, et même au niveau corporel, hein, enfin, je me sens beaucoup mieux, je me tiens plus droit, je suis beaucoup plus voilà, c'est vraiment, Bah oui, c'est complètement différent, quoi. tu es vivant. Je suis vivant, c'est ça, exactement et c'est ça, exactement. Ouais. Je sais pas, Alonso, si tu souhaitais éventuellement encore ajouter un mot avant de terminer cet échange. Bah, de dire aux gens que c'est il y a des moments pas faciles, mais que si on tient bon et qu'on a envie de partager ce bonheur et d'aller vers le bien, c'est ça mène à quelque chose d'incroyable et de magnifique, quoi et donc vraiment
Et je remercie aussi tous les gens qui ont pu me soutenir parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont et de personnes très proches qui m'ont beaucoup soutenu, qui ont essayé de m'aider et qui m'ont aidé, hein, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Mais parfois, ils ont pu voir une certaine impuissance de leur part, parce que j'avais quelque chose en moi que moi seul pouvais résoudre, en fait. Mmh. Et cette impuissance, il faut pas la sentir comme une impuissance, mais se dire que, le soutien, c'est la chose la plus incroyable qu'on puisse donner à une personne qui est dans un mal-être profond, en fait. Ouais. Écoute, c'est entendu, Lancelot. Et puis, il me reste du coup aussi à te remercier pour cette prise de parole qui est, je pense, la première pour toi. Et Oui, c'est très bien. Ça fait aussi partie de ton chemin. Et ça montre effectivement, justement, on le disait, que tu es en vie, puisque tu as pu effectivement exprimer avec des mots cette fois, et plus simplement avec une violence rentrée. Tu as pu exprimer avec des mots ce que tu as vécu. Et ça, je pense que c'est libérateur. c'est ça, exactement. Bah, Un tout grand merci merci. merci beaucoup à toi, Pascal. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt.